Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Vallée-Renard. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Nathalie, vous êtes présidente du cabinet de ressources humaines Adalfera, mais vous êtes également cofondatrice et directrice générale de l'association Entreprises et Cancer. Donc, vous avez fait des études de lettres modernes, vous avez travaillé dans l'événementiel et les relations publiques, mais c'est tout un parcours de vie qui vous a fait cheminer vers de nouveaux horizons. Donc, vous avez eu un premier accident de la vie qui vous a réorienté dans ce qui vous semblait essentiel pour vous, c'était l'écriture et la relation à l'autre. Nous allons reparler un petit peu plus après. Donc, vous avez écrit des biographies et je vous interrogerai là-dessus. Et puis, deuxième accident de la vie, en 2010, vous avez un cancer qui bouscule complètement vos projets parce que vous étiez entre-temps revenu dans le monde de l'entreprise. Et vous avez là aussi chamboulé vos plans et vous avez créé donc cette association Entreprises et Cancer qui a pour but d'accompagner les entreprises et les salariés dans cette période extrêmement délicate où il y a encore énormément de tabous et où clairement on ne sait pas faire. Donc, je vais vous interroger. Alors, en tout premier lieu, on va revenir sur, parce que ça me semble très intéressant, sur cette première expérience pour vous où, à un moment, vous vous retrouvez dans une vulnérabilité particulière. Vous vous tournez vers les autres, vers les mots. Et de ces deux rencontres entre la relation à l'autre et les mots, vous avez cette envie d'écrire des biographies sous la marque Ligne de vie. Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu le parcours de cette rencontre, comment vous avez eu cette envie, comment elle est venue, et puis ce qui en a découlé. Oui, merci Cécile pour cette première question. Alors, il faut repartir un petit peu en arrière. J'ai 25 ans à l'époque. Mhm. J'ai un travail qui me plaît énormément. Ma vie va bien. Voilà, tous les indicateurs sont au vert, comme on dit. Et puis, je tombe malade. Et on ne sait pas très bien ce que j'ai. Mais je tombe malade. Je reste pendant 3 mois, pardon, à 7 de tension. Mhm. J'étais vraiment très, très mal. Et finalement, à force de perdre connaissance et d'être de plus en plus mal, des pompiers me sauvent et comprennent que je suis intoxiquée au monoxyde de carbone. Donc c'est quelque chose dont on entend parler tous les ans en France, mais D'accord. notamment en période hivernale. J'étais dans un immeuble qui n'était pas du tout vétuste et c'était la chaudière du voisin du dessous qui fuyait puisque le monoxyde de Incroyable. carbone est un gaz inodore Oui. et plus léger que l'air, donc il remonte. Mhm. C'est pour ça que j'avais une tension si basse. Et j'apprends en fait à l'hôpital. Je passe très peu de temps parce qu'en fait, dès qu'on a testé, dès qu'on comprend de quoi il s'agit, quelques heures plus tard, on est guéri quasiment. Oui. Donc, on me dit quand même à l'hôpital que je suis passée à côté de la mort. Et je n'ai que 25 ans. Et donc, à ce moment-là, je me dis, waouh, alors si aussi jeune que ça, la vie ne tient qu'à un fil, qu'est-ce qui pour moi compte vraiment? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Mhm. Et là, je me dis, il y a deux choses qui m'intéressent vraiment. Il y a les gens, la rencontre, Mhm. c'est vraiment le cas de le dire, la vie des autres. Mhm. Et puis les mots. Moi, j'ai une formation littéraire au départ. Oui. J'adore les histoires de vie, j'adore les livres, j'aime écrire aussi. Mhm. Et je cherche à combiner ces deux centres d'intérêt. Et je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas au service de celles et ceux qui ont quelque chose à raconter, quelque chose à transmettre? Oui, parce que vous Pourquoi auriez pu écrire pour vous à ce moment-là. Et non, vous allez vers l'autre. je vais vers l'autre, je vais vers l'autre et je suis cette espèce de médiateur ou cette plume Mhm. pour l'autre. Et donc, sans que ce soit très pompeux, mais je prends le titre de biographe. Alors, on est habitué à parler des biographes qui rédigent la vie de personnages historiques très Mhm. connus. Mhm. Moi, pas du tout. Je m'adresse au contraire à des inconnus, à vous, à moi, à des gens dits ordinaires, mais qui ont envie de laisser une trace écrite de leur vie à leurs proches. Très souvent Mhm. à leurs petits-enfants, en fait, je m'aperçois que celles et ceux qui viennent à moi ont plutôt en moyenne 80 ans. Mhm. Et oui, ils ont vécu un épisode particulier. Alors, ça a beaucoup été la guerre, hein, par exemple, Oui. pour les hommes, mais pas que.
Et ils ont envie de raconter cette expérience autrement que par l'oralité. Ils ont envie que ce soit écrit. Ils ont envie que ça reste. Alors, le podcast n'existait pas à l'époque, hein. C'était dans les années 90. Et l'objet livre avait un sens, et peut-être qu'il l'a encore, très très fort. C'est un objet culturel, mais c'est aussi quelque chose de charnel. C'est un objet qu'on garde avec soi, dans son sac, dans sa table de chevet. C'est un objet qu'on offre également. Et celles et ceux qui viennent à moi me disent, ben voilà, moi je voudrais ce livre. Et je propose d'écrire le livre de la vie de la personne. Et donc, D'accord. je fais comme chez Gallimard, la collection blanche. Je fais une couverture épurée, je fais une ligne comme ça qui encadre le rectangle de l'ouvrage. Je demande à l'auteur, c'est pas moi l'auteur, hein, je demande à la personne qui fait appel à moi de trouver son titre. Et on travaille sur le titre. Et moi, je n'apparais pas, je suis, on appelle ça le nègre aussi de la personne, hein, la plume, le nègre, vous dites comme vous voulez. Moi, je suis derrière. J'écris à la première personne du singulier pour que le livre soit vraiment, pour qu'on retrouve dans l'écriture ce que ce grand-père, ce que cette grand-mère a comme manière de s'exprimer. Et qu'on se dise, ah oui, c'est bien lui, c'est bien elle. Je propose de mettre un cahier photo à l'intérieur, donc de rendre le livre le plus vivant possible. On choisit les photos ensemble. Et puis, c'est une auto-édition, donc une édition à compte d'auteur. Et les progrès de l'imprimerie font que l'on peut éditer 5 ouvrages si on veut, 10, 20, 100, 200. Voilà. En moyenne, on me demande, en moyenne bien sûr, une dizaine d'ouvrages. C'est pour les enfants et pour les petits-enfants. Et quand ce ne sont pas des personnes âgées qui viennent vers moi, ce sont des personnes gravement malades. J'ai eu des cas de cancer, donc des personnes qui sentent, et c'est pas seulement le sentir, mais qui ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête et qui se disent, waouh, si ça bascule, pour mes enfants, pour une forme de postérité aussi, qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Qu'est-ce que j'ai envie d'expliquer? Est-ce qu'il y a eu des malentendus? Est-ce qu'il y a eu des conflits dans la famille? Comment est-ce que je peux donner mon point de vue? Comment est-ce que je peux apaiser les autres et peut-être m'apaiser moi en posant cette relation par écrit? Et donc, vous en avez écrit combien de ces biographies? J'en ai écrit une quarantaine, ça m'a emmené jusqu'à Madagascar d'ailleurs aussi. Donc j'ai fait un beau voyage, j'ai rencontré des gens mais incroyables. Vous avez voyagé pour faire ces biographies. Excellent. D'accord. Je n'avais pas du tout cette dimension-là. Donc, vous êtes allé écrire, donc vous êtes allé rencontrer des personnes qui vous avaient commandé une biographie là-bas. C'est ça, j'ai rencontré, alors c'était le fils du monsieur avec qui j'ai travaillé qui m'a contacté à Paris en ayant lu un article me concernant. J'ai rencontré ce monsieur qui avait déjà 60 ans et c'était pour son père de plus de 80 ans. Et je ne vous donnerai pas le nom de la famille, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a été particulier. D'abord parce que Madagascar, c'est magnifique, mais c'est une expérience assez extraordinaire. C'est une très grande pauvreté. Donc voilà, je devais faire très attention quand j'étais dans la rue. C'était des conditions assez particulières. Et quand j'allais chez mon client, parce qu'on parle bien de client, je passais par tout un dédale de rue pour essayer de me protéger. Il me donnait des informations, il venait me chercher parfois en voiture, il m'envoyait son chauffeur. C'était un grand dirigeant d'entreprise, d'une entreprise indienne là-bas. Et ce client m'a en fait expliqué, alors c'était moitié en anglais, moitié en français. J'avais son assistante qui assistait justement pour donner des éléments d'explication. Et ce monsieur m'a confié qu'il avait eu comme une seconde vie. Il m'a confié l'existence d'une fille qui est donc la demi-sœur du fils qui est venu me contacter. Et les enfants, en fait, ne savaient pas qu'il y avait cette demi-sœur. Donc, ils ont pu apprendre au travers de cette biographie l'existence d'une partie de la vie de leur père qu'ils ne connaissaient pas, dont la demi-sœur. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Oui, c'est des sacrés moments de vie que vous avez partagés avec eux, de leur vie, du coup. Ce sont des moments incroyables parce que je fais le parallèle un peu brutal peut-être, mais avec le chauffeur de taxi. Vous rentrez dans un taxi et vous lui racontez ce que vous êtes en train de vivre. Ça va durer quelques minutes, ce moment de cet espace-temps avec lui. Vous lui dites des choses, peut-être parce que justement, vous n'allez pas le revoir. Et peut-être que parce que moi, dans le cas des biographies, je n'étais pas de la famille, je n'étais pas de leur environnement habituel. Peut-être qu'ils ont pu me dire des choses, ces gens-là, très intimes parfois, qui ont été écrites ou qui n'ont pas été écrites. Parfois, on me disait ça, Nathalie, je vous le dis, mais vous ne le notez pas, donc je ne le notais pas. Mais peut-être que c'est justement parce que j'étais extérieure à leur vie et qu'ils savaient que j'allais en sortir aussi. Oui, tout à fait. Une relation assez intime, très, très jolie, très authentique qui se produisait. Voilà, mais avec un caractère aussi éphémère. Donc, ces personnes-là savaient que vous étiez là. C'était une rencontre en même temps encadrée. Oui. Mais du coup, qui donnait une grande liberté parce qu'elle était très encadrée.
Exactement. Hein, quelque chose assez antinomique. Le fait que ce soit très encadré permet dans ce temps-là que ce soit très libre, hein, de Parfois, le cadre, libérer. justement, protège et donne une très grande liberté. S'il n'y avait pas le cadre, mais ben, peut-être que les choses ne se seraient pas dites de cette façon-là. D'accord. Alors ensuite, donc, vous réintégrez le milieu de l'entreprise. Et puis, vous tombez malade. Et là encore, ce qui est très joli dans votre parcours, c'est qu'une fois de plus, de votre expérience, vous ne la tournez pas vers vous, mais vous la tournez une fois de plus vers les autres. Et vous co-créez cette association Entreprise et Cancer, qui aide aujourd'hui les entreprises et les salariés à mieux gérer les différents temps de la maladie. Et de ce dont on va parler, hein, c'est que y a avec le mot cancer d'abord qui fait peur, on ne sait pas faire, c'est apporter de l'intime sur le lieu du travail. Alors, comment vous est venue d'abord cette idée, cette envie dans votre parcours, d'un moment donné, de se dire, voilà, je m'investis une fois de plus dans quelque chose pour les autres, de mon expérience, j'en fais don aux autres. J'en fais don aux autres, mais ça me nourrit aussi beaucoup, hein, Oui, bien bien sûr. sûr. En 2010, donc, j'apprends que j'ai un cancer. Mhm. Et comme vous avez dit, on tombe malade. Ben oui, on tombe, on chute, vraiment, Mhm. hein, on est au sol. Et je suis incroyablement surprise par ce qui m'arrive, puisqu'il n'y a pas de cancer dans ma famille. Mhm. Et c'est tellement violent, et les traitements sont tellement violents également, et la peur de la mort est tellement violente, que je me dis, mais et puis je suis pas âgée à l'époque, hein, j'ai 42 ans, Ouais. je me dis, mais est-ce qu'on est nombreux en tant que salariés à être touchés par cette maladie? Et puis, selon le nombre, enfin, comment les DRH, les responsables ressources humaines réagissent? Est-ce que c'est un problème ou pas pour les organisations? Donc, je vais voir les directeurs des ressources humaines que je connais à l'époque, parce que je travaille déjà avec eux sur d'autres sujets, Mhm. et je leur demande si c'est un problème ou pas. Et je récupère deux mots, c'est compassion, c'est-à-dire on est désolé pour la personne, Ouais. et désarroi, c'est-à-dire on ne sait pas comment agir. C'est effectivement la question de la maladie, donc de l'intime, en plus la question de la mort, sujet extrêmement intime s'il en est. C'est sur le lieu de travail. Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'a pas les mots, on ne peut pas consoler. On est peut-être nous-mêmes touchés dans notre famille. On a des personnes que l'on connaît qui sont touchées par cette maladie. Donc, c'est extrêmement délicat comme situation. Et Qui finalement, renvoie une fois de plus à nos vulnérabilités, c'est-à-dire oui, que absolument. de la personne malade, mais de la personne qui reçoit cette parole, parce que finalement, c'est avoir un accès à sa propre vulnérabilité. Oui. Alors, l'origine du mot vulnérabilité, c'est intéressant. Vulnus en latin, c'est la possibilité de la blessure. Voilà. C'est ça. On sera tous à un moment donné blessés par quelque chose, un accident de vie, une maladie, un divorce. Voilà, Mm. il peut se passer des tas de choses dans une vie. Nos vies sont longues. Il y a beaucoup de beauté dans nos vies, mais il peut y avoir des choses des épreuves vraiment difficiles à passer. Et ça, c'en était une. Et pour moi, c'était tellement violent que je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que je donne un sens à la traversée de cette maladie. Mhm. En réfléchissant avec un de mes amis qui lui-même avait perdu sa fille d'une tumeur au cerveau, il m'a dit, écoute, tu accompagnes déjà les organisations, les entreprises, tu les accompagnes déjà sur des sujets relatifs à la santé, bah, tu vas avoir une corde de plus à ton arc. On va Mhm. créer une association Oui. qui s'appelle Entreprises et Cancer, dans laquelle il y aura des professionnels. Pourquoi l'association? D'abord parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, et ensuite parce qu'on ne cherchait pas à faire du business, on ne voulait pas Oui. revendre une activité un jour. On voulait des professionnels qui soient rémunérés, certes, mais on ne cherche pas à capitaliser sur ce qu'on fait. Mhm. Et cette association, elle a été créée dans ce but-là, d'aider les organisations au sens large, donc les managers, les collègues dans les équipes, les responsables ressources humaines, à mieux appréhender ce que j'appelle les 3 temps du cancer au travail, c'est-à-dire l'annonce, comment je le dis, comment je le dis pas, à qui je le dis. Ensuite, il y a l'absence ou les absences. Vous savez qu'un arrêt maladie, c'est égal à une suspension légale du contrat de travail. Normalement, on ne rentre pas en D'accord. contact avec son salarié. Mais qu'est-ce qui nous empêche de rentrer en contact d'humain à humain? C'est-à-dire, évidemment, on ne demande pas à son salarié où il a rangé ses dossiers, pourquoi ça ne s'est pas fait, ceci, cela. Mhm. On ne lui parle pas de travail. Mais qu'est-ce qui nous empêche de lui dire, je pense à toi, je suis là pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Voilà. C'est Mhm. ça les messages qu'il a passés. Et Mhm. puis le troisième temps, premier annonce, deuxième absence, troisième temps, c'est le temps du retour au travail, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a 80% des salariés touchés par cette maladie
qui reprennent une activité professionnelle dans les 2 ans qui suivent l'annonce. Mhm. Donc, c'est un très beau chiffre. Il y a 20 ou 30 ans, on ne revenait pas au travail, hein. Soit on mourait, soit on Oui. était déclaré en incapacité. Donc, le sujet, il est assez récent, et pour les organisations et pour les personnes. Mais comment est-ce qu'on fait pour aider à une reprise pérenne? Il faut qu'elle Mhm. dure dans le temps. Il faut qu'elle soit satisfaisante pour la personne, qu'elle ait vraiment retrouvé une place, une utilité sociale, et puis satisfaisante pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle se dise, ben oui, j'ai quelqu'un qui travaille, qui n'est peut-être pas encore au top de ses capacités, mais Mhm. j'ai quelqu'un qui fait vraiment partie de ce corps social qu'est l'entreprise aussi. Donc, quels sont les genres de professionnels qui viennent qui viennent accompagner les structures et les salariés dans votre association? Alors, on a des formateurs, parce qu'on Oui. forme les directions des ressources humaines et le management. On a des coachs, voilà, des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement individuel ou Mhm. collectif. Et puis, dans l'association, on a, mais pas que, des personnes qui ont été touchées par cette maladie Mhm. et qui sont capables de témoigner en prenant du recul, en prenant de la hauteur, en disant voilà ce qui était dur, voilà ce qui est de l'ordre de l'épreuve, mais voilà ce qui m'a aidé à revenir au travail. Mhm. Voilà vous, collègues, vous, équipe, voilà ce que vous pouvez faire pour faciliter les choses. Voilà. Donc, moi, je me sers beaucoup de la parole et de l'expérience des Mhm. personnes qui ont traversé ça, parce que quand on a traversé cette maladie, on se reconnaît les uns des autres. Et Mhm. il y a aussi une crédibilité dans le discours qui est extrêmement importante. Donc, on a tous une connaissance des organisations. On Oui. n'a pas tous été touchés par la maladie dans nos Mhm. corps, mais si ce n'est pas dans nos corps, peut-être qu'on a été aidant de quelqu'un de notre famille, par exemple. Mhm. En tout cas, on Mhm. l'a côtoyé de près ou de loin. Et puis, on a des formations spécifiques et des compétences professionnelles qui font qu'on est capable d'animer des sessions en groupe ou de travailler en individuel avec les personnes qui viennent à nous. D'accord. Donc, vous amenez donc une fois de plus finalement les organisations et les salariés à se rencontrer à nouveau avec ce nouveau paramètre, la maladie, dans une société euh, où il y a un tabou, il faut le dire, sur malgré tout quand même encore le mot cancer, sur une obsession de la santé parfaite, Oui. sur l'injonction, je dirais presque. Ça, c'était dans un autre épisode, mais au-delà du bien-être, du être bien. Alors, je pourrais reprendre ce que disait Camille Sirène. On n'est pas tout le temps dans le bien-être, mais déjà, si on peut être bien, je pense que c'est formidable. Mais j'aurais aimé vous poser comme question, qu'est-ce qui pour vous pourrait aider dans les entreprises à briser un petit peu ces tabous liés à la maladie, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses, hein. Quand vous dites tabou, je suis pour partie d'accord avec vous. Mmh. Il y a eu un très gros tabou autour du cancer. Il y a un très gros tabou autour des maladies sexuellement transmissibles, par exemple. Je Mmh. pense que le VIH, c'est pire que le cancer en termes de Oui. tabou, hein. Mmh. Je pense que pour le cancer, on sort de ce tabou, Mmh. pas partout, pas à la même vitesse, mais il y a un mouvement d'ouverture des entreprises. La preuve, nous, on existe et on est interpellé, on est amené à prendre la parole dans les organisations sur le sujet. Donc, comment est-ce qu'on sort du tabou? Eh bien, justement, en disant qu'on peut en parler sans pathos, sans Mmh. faire pleurer tout le monde, mais en racontant des histoires de vie, en Mmh. ne niant pas les preuves, en disant qu'il y a des rebonds qui sont possibles, en rappelant que ce dont il s'agit ici, c'est pas de la maladie, mais c'est de vivre et travailler ensemble, finalement. Mmh. C'est donc de qu'est-ce Tout qui à fait fait, qu'on est dans une communauté de vie, une communauté de travail? c'est Qu'est-ce ça. qui fait qu'on doit faire un minimum attention les uns aux autres? Donc ça, je pense que c'est très important. On Mmh. a bien vu avec la crise sanitaire de laquelle on tente de sortir aujourd'hui, il y a une confusion entre la vie et l'existence. C'est-à-dire on veut Ah, la vie à tout prix, oui. d'accord? Ça, c'est l'obsession de la santé parfaite. Mmh. Et moi, je dis qu'il faut exister, c'est-à-dire être. Être bien, Oui. bien sûr, mais être. Mmh. L'existence, c'est pas tout rose, c'est pas du toujours plus. Et peut-être qu'il y a une confusion dans les organisations autour de ce mot performance, où la performance qui guide les organisations et qui est nécessaire à leur survie Oui. est pensée comme du toujours plus. Oui. Et je crois que la performance, il faudrait la penser au travers de ce que les artistes nous montrent. Une Oui. performance, c'est une action qui est menée, c'est-à-dire il y a une intention qui est posée, on va Mmh. en avant en embarquant d'autres personnes que soi, ça n'est pas que soi, et on ne connaît pas le résultat final. Donc il y a une forme d'humilité aussi.
Oui. Dans le milieu artistique, évidemment qu'il y a cette question aussi de créativité, d'imagination qui est très importante. Et la maladie, je crois qu'elle nous rappelle ça aussi, ou elle appelle ça. Elle appelle les collectifs de travail à inventer ou réinventer des relations qui permettent de continuer à vivre et travailler ensemble. Oui. Non, mais ça me semble être effectivement, en termes de terminologie, le fait de travailler sur les mots me semble extrêmement important pour redonner du sens à certaines choses et effectivement amener les entreprises à avoir un nouveau regard sur la maladie au sein de l'entreprise, sur l'accueil de la maladie au sein de l'entreprise. Écoutez, je vous remercie énormément d'être intervenu dans ce podcast. Je voudrais vous poser une dernière question. Si vous pouviez dîner, passer un moment avec la personne de votre choix, qu'elle soit du passé, du présent, réelle ou fictive, avec qui choisiriez-vous de passer ce moment? J'ai 2 personnes qui me viennent en tête et c'est très Euh, émouvant. La première, c'est mon grand-père paternel, Oui, pour lui raconter ce que je fais maintenant. Et la seconde, c'est une amie qui s'appelle Cécile, oui. qui est morte d'un cancer il y a 2 ans, je crois maintenant, Mhm, et qui était une femme extraordinaire, mais sans doute comme toutes les femmes, hein, tous les hommes qu'on connaît, qui aura vraiment marqué ma réflexion dans l'association, oui. puisqu'avec elle, j'ai réfléchi lors d'un master que j'ai repris en éthique médicale. J'ai beaucoup réfléchi à comment aborder ces sujets en entreprise, Mhm, comment, pour des sujets délicats, tenter de faire preuve de délicatesse. mhm, Voilà, et j'ai eu la chance d'accompagner Cécile d'une certaine façon jusqu'à la fin de sa vie. mhm. Euh, et je pense qu'il faut jamais perdre de vue les gens qu'on a aimés, même s'ils ne sont plus là, je dirais corporellement, ils sont là autrement, ils nous accompagnent autrement. Et voilà, ces gens-là, il faut leur rendre grâce pour tout ce qu'ils nous ont apporté, voilà, et leur témoigner toute notre gratitude. Donc j'aimerais dîner avec mon grand-père et Cécile. Je ne sais pas si je mettrai les deux dans un même repas. Bon, on vous en accorde 2 pour pouvoir profiter de chacun alors. C'est ça. Merci pour ces 2 repas. Très bonne question. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une actualité à partager très prochainement sur l'association Entreprises et Cancer? Oui, on est en train de mener des études sur le retour au travail dans les entreprises de moins de 250 salariés. On sait à peu près Oui, comment ça se passe dans les plus grandes, on sait moins bien comment ça se passe dans les plus petites, ou celles-ci en tout cas, parce qu'elles n'ont pas, par exemple, de responsable mission handicap attitré. oui, Et on aura en septembre prochain, le 21 septembre prochain, au centre Léon Bérard, oui. un colloque organisé pour rendre compte de la première étude menée pour la DRITS, c'est l'ancienne directe, et la GFIP, qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Ça, c'est important. Et on poursuit une seconde étude avec encore plus de personnes et d'entreprises, hein, puisqu'on est toujours dans la relation, on la rencontre, côté entreprise, côté personne. Et là, pour la GFIP, on a encore une petite année de travail. Donc, s'il y a des entreprises qui entendent ce podcast et qui veulent participer, eh bien, www.entreprise-cancer.fr, elles peuvent nous contacter. C'est super. De toute façon, je remettrai différents liens dans le descriptif de l'épisode. Merci encore Nathalie. Merci, merci. Merci Cécile, merci à tous.